reprenons cette session et donc un remerciement particulier au laboratoire Sun Pharma pour nous avoir permis de nous réunir ce soir. Un remerciement tout particulier au professeur François Carré, professeur de cardiologie, de physiologie, cardiologie du sport de l'hôpital Pontchaillou à Rennes, d'avoir accepté de façon tout à fait spontanée notre invitation pour la lecture de ces nouvelles recommandations. Donc, comme vous le savez, 4 nouvelles recommandations annuelles qui émanent de la Société européenne de cardiologie. Et nous avons choisi aujourd'hui de démarrer par les recommandations qui ont été donc publiées fin août 2020 et présentées donc en session plénière lors donc du congrès de la Société européenne de cardiologie. Aujourd'hui, des recommandations concernant la pratique sportive chez le patient porteur de pathologies cardiovasculaires. Donc, pour animer ce webinaire, donc le professeur Nabil Brada, professeur de cardiologie, mon ami, mon promotionnaire, donc se chargera donc d'animer ce webinaire. Il présentera de façon plus exhaustive le professeur François Carré, vous présentera donc le programme de ce webinaire et participera à la modération de la session. Donc, quant à moi, je vous retrouverai en fin de session, comme à l'accoutumée, et je vous souhaite un excellent webinaire. Nabil, à toi la parole. Merci, Madame la Présidente, et bonsoir tout le monde, chers consoeurs, chers confrères. Je vous souhaite la bienvenue. Et la meilleure manière de commencer ce nouveau cycle de webinaires de la Société marocaine de cardiologie est de le démarrer de façon dynamique et active en parlant de la cardiologie du sport. Et la question que revient toujours, est-ce que le sport est l'ami ou l'ennemi du cœur? Et on sait tous que le sport, les bienfaits du sport sur notre santé en général et particulièrement sur le système cardiovasculaire. Mais d'un autre côté, le sport intense peut révéler un cardiaque qui est méconnu. Alors, les dernières recommandations concernant la cardiologie du sport européenne remontent à bien longtemps, à une quinzaine d'années, c'était en 2005. C'est vrai qu'on a eu 2 mises au point en 2018 et en 2019, mais les dernières recommandations remontent à 2005. Alors, ces nouvelles recommandations ne concernent pas seulement les athlètes de compétition, mais aussi elles concernent les patients cardiaques qui veulent pratiquer une activité sportive. Alors, ces recommandations s'intéressent à toutes les sous-spécialités de la cardiologie moderne, donc en commençant par les cardiopathies ischémiques des syndromes coronaires chroniques, avec ses différentes variantes, donc les anomalies de naissance des artères coronaires, les ponts myocardiques, en passant par les valvulaires, les cardiomyopathies et surtout la cardiomyopathie hypertrophique qui est la principale cause de mort subite chez les sportifs de haut niveau, les autres cardiomyopathies, la rythmologie, le patient qui est en fibrillation atriale, les syndromes de Wolff-Parkinson-White et aussi les patients porteurs de dispositifs intra-utérins. Bref, toutes les sous-spécialités de la cardiologie moderne. Donc, alors, pour présenter ces nouvelles recommandations, on a avec nous notre ami le professeur François Carré, qui est l'une des figures emblématiques de la cardiologie du sport, non seulement en France, mais aussi en Europe. Et nous tous, on le connaît, surtout les cardiologues qui ont fait les bancs des différentes universités, que ce soit à Paris ou à Rennes, et qui ont suivi le DU de cardiologie du sport. Ils ont eu le privilège de suivre les cours du professeur François Carré, qui est cardiologue du sport et en même temps physiologiste du sport. Et vraiment, on avait du mal à suivre ces cours qui nous donnaient de temps en temps des migraines, mais c'était très agréable à le suivre. Alors, professeur Jean-François Carré, on vous souhaite la bienvenue, on vous remercie vivement et sans tarder, je vous donne la parole pour nous éclaircir et pour nous parler de ces nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie concernant la cardiologie du sport. À vous la parole. Bonjour à tous, un grand merci au professeur Nabil Bar pour sa gentille introduction. Et en réalité,
je dois dire que, comme il l'a très bien dit, et vous avez tout de suite perçu la problématique, je n'ai pas l'ambition ni l'orgueil de penser que je vais pouvoir, en 30 minutes, vous résumer les 80 pages qui sont résumées qui résument ces nouvelles recommandations. Cependant, je pense que je vais vous proposer d'insister sur les choses qui me semblent les plus importantes et j'ai donc dû faire un choix, mais comme il y a de prévu un temps de conversation et d'échange après mon exposé, j'essaierai de répondre aux questions s'il y a il y aura sûrement des pathologies ou des cas que je n'aurai pas abordés parce que c'est pratiquement impossible, d'autant plus qu'en même temps qu'il y a eu ces recommandations européennes, juste avant, il y avait déjà eu quelques mises au point au niveau européen. Globalement, c'est à peu près la même chose. Il y a les recommandations américaines qui ne sont pas tout à fait identiques. Alors, c'est vrai que c'est toujours embêtant quand il y a des petites discordances, surtout au niveau de la permissivité, mais on y reviendra. Et puis, en plus, dans les nouvelles recommandations européennes, ce qui est très bien, on parle du sport de loisir et de différentes pathologies. Il y a même la pratique du sport chez la femme enceinte, etc. Donc, vous voyez, c'est très large et je pense que ce n'est pas possible en 30 minutes de tout vous résumer. Donc, je me suis focalisé vraiment sur les patients, les sujets qui ont une cardiopathie et qui veulent faire du sport, en essayant de vous proposer les cas les plus fréquents que vous allez le plus souvent côtoyer, puisque les cas très rares, eh bien, ma foi, ça va être affaire d'hyper spécialistes et on en reparlera un tout petit peu si vous voulez après. Donc, tout d'abord, la première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des recommandations? Puisque, comme l'a très bien dit le professeur Nabilbert juste avant, on sait que la pratique du sport, c'est bon pour la santé. Vous voyez sur cette diapositive, dans la partie gauche, où je vous ai mis tous les bénéfices de la pratique d'une activité physique. Mais attention, là, c'est une activité physique modérée et régulière. Ce n'est pas s'entraîner comme pour être champion olympique. C'est dans ce domaine-là qu'on a montré les preuves. Et on voit que non seulement ça a un effet au niveau du cœur, mais ça a un effet au niveau du cerveau, au niveau des vaisseaux, sur les syndromes métaboliques et puis sur tous les effets inflammatoires. Mais de l'autre côté, ça vous a aussi été présenté dans l'introduction du professeur Nabilbert juste avant, eh bien, on sait que quand on a une cardiopathie, surtout quand elle n'est pas connue, eh bien, et que l'on fait du sport intense, cela peut présenter un risque. Donc, c'est important à retenir, et surtout qu'il y a peu d'études. Il y a une étude qui a été faite par Corrado en 2003, simplement, et que vous avez représentée ici de façon très rapide. On va regarder simplement les causes de mort subite chez des jeunes de moins de 35 ans. Certains avaient une maladie cardiaque, d'autres ne l'avaient pas. Et qu'est-ce qu'on regarde? Tous avaient une maladie cardiaque, certains faisaient du sport intense, d'autres n'en faisaient pas. Et on voit que les sujets qui faisaient du sport avec une maladie cardiaque avaient un risque relatif de décès à peu près 3 fois supérieur à ceux qui ne faisaient pas de sport intense et qui avaient aussi une maladie cardiaque. Alors que dans les autres causes, les causes non cardiovasculaires, il n'y a pas de différence. Donc ça, il faut retenir ce chiffre parce que vous allez voir que ça peut nous aider dans une problématique qui est celle d'estimer le risque, d'évaluer le risque pour un sportif qui veut faire un cardiaque qui veut faire du sport. Alors, un tout petit mot sur l'épidémiologie et les causes des morts subites. En fait, c'est très, très rare. Je prends souvent, pour que vous voyez bien la rareté, l'anecdote de dire que du temps où je participais à des marathons, j'allais faire régulièrement le marathon de Paris, de prendre ma voiture Rennes-Paris, puis de revenir de Paris à Rennes, j'avais beaucoup plus de risques de mourir en voiture que pendant le marathon. Donc, il faut bien chiffrer, montrer que le risque est très faible. Bien sûr, ça frappe les esprits, c'est toujours dramatique, surtout si les médias s'en emparent, mais ne laissons pas croire que l'on prend un risque majeur lorsqu'on va faire du sport quand on est en bonne santé. C'est différent, bien sûr, quand on a une cardiopathie éventuelle. Globalement, l'incidence, elle est comprise avant 35 ans de 1 à 50, sur 50 à 100 000 participants, et après 35 ans, 1 sur 25 à 50 000. Autre message très important, les femmes ne meurent pratiquement jamais en faisant du sport, puisque le rapport homme sur femme, c'est environ 7 à 10. C'est-à-dire qu'il y a en moyenne 9 hommes qui décèdent pour une femme en faisant du sport. Les explications, on ne les a pas vraiment actuellement, donc je ne peux pas vous en dire plus. On a des hypothèses, si vous voulez, on pourra y revenir après. Ce que vous devez retenir surtout, c'est que le sportif qui décède, ce n'est pas le jeune compétiteur, c'est un homme qui a entre 45 et 50 ans et qui fait un sport de loisir. Alors, ceci pose une question importante,
c'est qu'aujourd'hui, la visite d'absence de contre-indication au sport s'intéresse surtout aux sportifs compétiteurs, alors que ce ne sont pas eux qui sont concernés par le risque principal de mourir en faisant du sport ou d'avoir un accident cardiaque. Donc ça fait poser des questions, tout au moins c'est des questions qui se posent en Europe et en France en particulier. Maintenant, quand on regarde les causes, très rapidement, mais il faut les connaître pour comprendre pourquoi j'ai choisi certaines pathologies. Avant 35 ans, les causes de décès principales, c'est les cardiomyopathies, et puis quand même un tout petit peu les coronaropathies athéromateuses. Et vous voyez, de façon très faible, on a les canalopathies. Mais ce chiffre est sous-estimé, puisqu'il faut savoir que quand on fait des autopsies standards chez les jeunes qui décèdent, dans 40 à 50% des cas, on ne retrouve pas de cause. Mais on n'a jamais fait d'études avec une enquête génétique systématique. Donc, on ne détecte pas, on ne recherche pas ces pathologies génétiques, en particulier les canalopathies, et elles sont sûrement plus fréquentes qu'on ne croit. Après 35 ans, et on en parlera aussi pour la détection, eh bien c'est la coronaropathie athéromateuse qui est en tête, et c'est celle qui nous pose tant de problèmes pour détecter la plaque qui va se rompre lors du marathon chez un homme de 50 ans qui court. Très rapidement, les classifications des sports, il y en a plusieurs. C'est la nouvelle classification européenne qui vient d'être proposée. Les Européens, on a un petit peu changé la classification. En gros, ici, vous avez les sports qui modifient plus le cœur, c'est-à-dire les sports qui donnent le plus de signes de cœur de l'athlète. C'est les sports d'endurance, alors que les sports de précision, comme le golf, modifient très peu le cœur. Les sports explosifs ne le modifient pas beaucoup non plus, alors que les sports mixtes, comme le football, c'est tous les sports collectifs, les sports mixtes, ou l'endurance vont plutôt le modifier. Et je vous rappelle que globalement, le sport dilate les cavités, n'hypertrophie pas beaucoup les parois et ralentit le cœur de façon très rapide. Ici, vous avez des sports qui vous ont cités en fonction des différents niveaux de contraintes, faibles, moyennes, élevées, selon les sports. Donc ça, c'est quelque chose qui est à connaître, puisqu'il est évident qu'on peut faire du marathon très doucement, ou on peut le faire à l'allure maximale qu'on est capable d'avoir pour battre son record. Eh bien, ce n'est pas du tout les mêmes contraintes. Si je le fais à petite allure, comme je peux faire un marathon en jogging, même en compétition, ça va être une intensité faible, alors que ça peut être une intensité élevée. Donc, renseignez-vous toujours sur comment le sportif veut faire du sport. Ça, c'est la classification de Mitchell. C'était celle qui était proposée en 2005, qui a été revue en 2016. Mais globalement, c'est les mêmes. Très rapidement, vous avez ici la composante statique, donc plutôt la composante musculation, la composante dynamique, plutôt la composante endurance, et puis là, vous avez les intensités faibles, modérées ou élevées. Les sports qui sont les plus contraignants sur le plan cardiaque, c'est toujours la boxe, le canoë-kayak, le vélo sur route, le décathlon, l'aviron, le patinage de vitesse et le triathlon. Ici, je ne vais pas du tout m'étaler, je vous ai mis un petit drapeau français, c'est simplement une classification qu'on a fait en France qui peut vous intéresser, puisque nous, on a séparé, quand je dis nous, c'est plutôt David Matelot, qui était le doctorant qui a fait cette thèse, on a séparé les sports que l'on peut pratiquer en compétition, ceux-là, et puis les sports de loisirs. Par exemple, vous voyez, on a classé le yoga, le tai chi, le body balance, le stretching, parce que vous pourrez avoir des patients, ou l'aquagym, qui vont vous demander, est-ce que je peux le faire? Si vous aurez mes diapositives à votre disposition, et vous verrez les contraintes que cela peut proposer, puisque les recommandations européennes parlent aussi des sports de loisirs. Ces nouvelles recommandations, elles vous sont présentées ici. À gauche, les recommandations américaines. À droite, les recommandations qui viennent d'être publiées. On vous l'a dit le 31 août. Et vous connaissez mon honnêteté intellectuelle. Je vous assure que je n'ai pas eu le temps depuis le 31 août de toutes les éplucher, les 80 pages, parce qu'il y a beaucoup de choses et chaque mot peut avoir son importance. Donc, je vais vous présenter ce qui me semble le plus important. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ces recommandations concernent des sujets qui ont une cardiopathie prouvée ou très probable. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez à peu près sûr du diagnostic. Il n'est pas licite d'interdire de faire du sport à quelqu'un chez qui vous pensez qu'il y a peut-être une cardiopathie. Pourquoi? Parce que vous allez le priver de tous les bénéfices du sport. Deuxièmement, les recommandations qu'on propose, elles sont proposées pour prévenir l'aggravation d'une pathologie et ou la survenue d'un accident cardiovasculaire grave pendant l'effort intense, l'accident cardiovasculaire le plus grave étant bien sûr la mort subite. Troisième point, quand on parle d'athlètes compétiteurs, pour nous, les cardiologues du sport qui avons réfléchi et écrit ces recommandations, c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup pour battre son record ou battre les autres.
C'est-à-dire que je peux faire de la compétition sans esprit de compétition, je vous l'ai dit, je peux faire un marathon en jogging et je ne suis pas un compétiteur. Enfin, le niveau d'épreuve que je vais vous proposer, c'est le plus souvent de niveau C, c'est-à-dire de consensus d'experts, parce qu'on n'a pas d'études qui ont été randomisées et vous comprenez aisément pourquoi. En fait, quand vous allez vous trouver devant un patient qui a une cardiopathie et qui veut faire du sport, les recommandations, c'est bien beau, mais il va falloir que vous vous adaptez à chaque cas, c'est-à-dire que chaque patient est un cas individuel. Donc, stratifier le risque individuel chez un athlète compétiteur, c'est très difficile. Vous ne pouvez pas transposer directement le risque qu'il y a dans la population générale à quelqu'un qui va rajouter du sport intense. Parce que bien sûr, on a vu selon l'étude de Corrado que ce sport augmentait le risque. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire dans notre équipe, et c'est ce que fait aussi l'équipe de Sanjay Sharma à Londres, avec qui on travaille beaucoup, eh bien, c'est qu'on multiplie le risque de la population générale par environ 3. Tout simplement puisque Corrado avait montré qu'il y avait un risque, une augmentation de risque d'environ 2,8, donc on multiplie par 3. Par exemple, vous chiffrez le risque d'une cardiomyopathie hypertrophique en prenant le score de la Société européenne de cardiologie, eh bien, ce risque, il va falloir le multiplier par 3 puisque vous allez rajouter la pratique du sport intensif. Entendons-nous bien, ce que je vous propose là, c'est ce que nous faisons dans notre équipe, c'est ce que l'équipe anglaise fait, mais ça n'a pas été étudié, ça n'a pas été validé. C'est simplement pour nous aider un peu, parce que quand le sportif me dit « mais quel est mon risque ?» ben, je ne peux pas lui répondre que c'est le risque de quelqu'un qui ne fait pas de sport. Parce qu'à ce moment-là, il va me dire ben « alors, je peux tout faire », puisque de toute façon, le risque est le même. Donc, vous voyez, c'est important d'avoir un repère. Ce repère, c'est de multiplier par 3, hein, mais avec les précautions que je vous ai proposées. N'oubliez jamais que quand vous faites le bilan, vous devez arrêter le sport, en particulier le sport scolaire, si jamais c'est un jeune étudiant ou un jeune scolaire, le temps du bilan et le temps de son interprétation. Après votre risque pour le cas individuel, vous allez tenir compte de 3 choses, du substrat et surtout, est-ce qu'il a un risque d'arythmie adrénergique, c'est-à-dire d'arythmie à l'effort. Deuxièmement, le patient, j'insiste sur les facteurs de risque, est-ce qu'ils sont bien équilibrés ou pas? Un patient qui n'a pas des facteurs de risque équilibrés ne peut pas faire de compétition. Il faut être très strict parce que ça veut dire que ce patient ne va pas respecter les symptômes, ça veut dire que ce patient ne va pas bien respecter vos conseils. Et n'oubliez pas le niveau technique. Je prends toujours le même exemple. Niveau technique, il est évident que si demain Federer fait un syndrome coronaire aigu et qu'il vient me revoir, il ne viendra pas me voir, il ira voir d'autres personnes sûrement, mais il vient me voir et il me dit « Est-ce que je peux recommencer à jouer au tennis, docteur ?» Ben, vous comprenez bien que pour Federer, jouer au tennis, ce n'est pas un sport très intense, comparé à moi qui ne sais pas jouer au tennis. Donc le niveau technique, vous devez en tenir compte. Enfin, dernier point, vous devez toujours vous rappeler que le sujet est un patient cardiaque avant d'être un athlète. Ne mettez pas en avant le fait que ce soit un athlète. D'abord, c'est un cardiaque. Après, c'est un athlète. Et je vais tout faire pour lui permettre de continuer à faire du sport, mais ça reste un cardiaque. Le bilan cardiovasculaire global pour la pratique sportive intense. Là, je vous ai parlé de la pratique sportive intense. Il est évident que si quelqu'un vient vous voir avec un syndrome coronaire bien traité et qu'il vous dit qu'il voudrait aller faire de la marche tous les 3 fois par semaine sur la plage avec des amis, vous n'avez pas besoin de lui faire tout un bilan, puisque sinon, ça veut dire que vous n'acceptez pas qu'il aille marcher dans la rue. Donc là, on va parler que pour la pratique sportive intense. Qu'est-ce que c'est qu'une pratique sportive intense? Et je suis vraiment essoufflé, j'ai du mal à parler quand je fais mon sport. Donc, dans ces cas-là, il faut toujours faire l'examen clinique, bien sûr, l'électrocardiogramme de repos, bien sûr, et l'échocardiogramme transthoracique de repos. L'épreuve d'effort doit être réellement maximale. Un petit mot sur cette épreuve d'effort. Je vous rappelle, parce que c'est souvent oublié par les cardiologues qui n'ont pas bien lu les articles qui ont été dits, c'est qu'atteindre la fréquence cardiaque maximale théorique lors d'une épreuve d'effort, c'est-à-dire les fameux 220 moins l'âge, cette fréquence cardiaque maximale théorique est un critère d'effort maximal, mais pas d'arrêt de l'épreuve d'effort. Si le sportif peut continuer, si vous voyez qu'il est parfaitement à l'aise et qu'il vous dit « je peux continuer » quand vous lui posez la question, vous le laissez continuer. Tout simplement parce que cette valeur de 220 moins l'âge, c'est un repère. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui la dépassent largement et il y a des gens qui ne l'atteignent pas. Ni les uns ni les autres ne sont malades. Simplement, ce chiffre, c'est un chiffre moyen. Et donc, oui, si vous l'atteignez, vous pouvez dire que l'effort est maximal. Non, vous ne devez pas arrêter l'effort sur ce seul critère. Le mieux, si vous pouvez, surtout en cas de cardiopathie comme les cardiomyopathies et les valvulopathies, bien sûr, c'est de faire une épreuve d'effort avec analyse des échanges gazeux, c'est-à-dire le calcul de la consommation d'oxygène.
N'oubliez pas que le Holter, si vous le proposez, qui est un bon examen, parce que l'épreuve d'effort peut ne pas vous montrer de trouble du rythme, mais le Holter va vous en montrer, eh bien, il faut qu'il y ait un entraînement supervisé. Alors, entraînement, c'est-à-dire que le sportif s'entraîne dur avec le Holter. Supervisé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est avec lui. Parce que si jamais il arrive un accident et qu'il a le Holter, vous saurez peut-être à quoi est dû l'accident, mais si ça se termine mal, ce sera un petit peu ennuyeux. Donc, prévenir l'entraîneur, prévenir éventuellement, s'il y a besoin, si c'est quelqu'un qui risque de faire des troubles du rythme sévères, un médecin, le médecin du club, etc. L'IRM cardiaque est très importante aussi. Aujourd'hui, elle a pris une place majeure. Et il y a le suivi régulier, c'est-à-dire qu'il doit être de 6 mois à 2 ans selon les pathologies. Les autres examens, il y a l'écho d'effort. L'écho d'effort, à notre avis, dans notre équipe, est sous-utilisé, et même les Européens, dans leurs recommandations, je trouve, ne le mettent pas assez en avant. Nous, dans notre équipe, on fait énormément d'écho d'effort pour voir comment le cœur d'un cardiaque ou le cœur qui présente une anomalie se comporte à l'effort. Vous pouvez le faire, l'écho d'effort allongé sur les tables spécifiques, sinon il suffit de faire un échocardiogramme, comme le font souvent les Américains, juste après l'arrêt de l'épreuve d'effort. Et là, vous allongez le patient, vous mettez votre sonde, eh bien, vous allez avoir une réponse très proche de l'effort, c'est tout à fait faisable. En plus, les athlètes sont souvent échogènes, on peut même les faire sur le vélo dès qu'ils ont fini de pédaler. Le test pharmacologique, c'est des tests de provocation, donc, qui sont bien sûr une place importante, et l'exploration électrophysiologique, elle doit toujours être adaptée, être bien ciblée. La décision partagée. La décision partagée, c'est quelque chose de nouveau. Ce sont les anglo-saxons qui l'ont apporté et ça a été fortement partagé par les Européens. Pour avoir participé à la discussion sur la décision partagée, je peux vous assurer que ça n'a pas été facile d'avoir l'adhésion de toutes les personnes qui ont écrit les recommandations. La décision partagée, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que le sportif va participer à la décision, est-ce que je continue ou est-ce que je ne continue pas? Il n'y a pas que le médecin qui va décider. Donc, en gros, si je résume, vous allez avoir ici des sportifs, parfois la famille, si jamais ce sont des gens, c'est un jeune, il a une pathologie cardiovasculaire, vous devez confirmer le diagnostic, vous devez stratifier son risque, proposer le traitement. Et après, la question que va vous poser le sportif, oui, mais vis-à-vis du sport. Et là, vous devez discuter franchement avec le sportif, et lui doit être franc. C'est-à-dire qu'il doit vous dire s'il a des symptômes. Vous devez savoir s'il a des antécédents ou bien s'il pense qu'il n'en a pas. Et vous devez vous assurer qu'il comprend ce que vous lui avez expliqué. Vous devez lui donner des informations et des réponses claires. Pour être très clair dans ce que je vous exprime, quand je discute avec l'athlète, je lui dis qu'il risque de mourir. Son risque est de temps. Pour qu'il sache qu'il risque de faire une mort subite. Une cardiomyopathie hypertrophique, par exemple, on va y revenir, une maladie arythmogène du ventricule droit. Si elle fait du sport intense, la maladie arythmogène du ventricule droit, on sait qu'elle prend un risque d'aggraver sa maladie et de mourir. Je crois qu'il faut le dire aux sportifs. Parce que si je lui dis vous avez un risque, ça ne veut rien dire. Donc, on va avoir bénéfice-risque. Si les risques sont largement supérieurs aux bénéfices, ou si le sportif vous dit c'est bon, j'arrête la compétition, j'arrête le sport intense, eh bien à ce moment-là, il va y avoir une restriction, on va lui proposer d'autres sports, ou lui demander de le faire moins intensément. Il vous suit ou il ne vous écoute pas. De temps en temps, il y en a qui ne vous écoutent pas. Ça arrive, il faut savoir l'accepter. Eh bien, ça veut simplement dire, s'il lui arrive un accident, il a décidé, il a choisi. C'est comme le tabac, il y a des tas de gens à qui je dis d'arrêter de fumer, ils n'arrêtent jamais. Ben, écoutez, je n'arrive pas à décider tout le monde. Ou bien, la poursuite du sport est possible. Il n'y a aucune limitation, c'est facile. Il y a des précautions ou des limitations, et je vous ai mis les principales. Les principales, c'est les règles de sécurité. On suit son traitement. On ne fait pas du sport de façon isolée très intense. On respecte toujours les symptômes et les médicaments interdits, en particulier dans les canalopathies. On suit les règles d'or du club des cardiologues du sport. On peut avoir, ça c'est les Américains, nous les Européens, on n'en a pas parlé, mais je dois vous dire que dans mon cas, j'ai des sportifs de haut niveau à qui j'ai recommandé d'avoir un défibrillateur et leur club et le sportif ont un défibrillateur dans leur sac en permanence, le kinésithérapeute, etc. Défibrillateur personnel, formation des gestes de secours, de l'entourage du sportif et l'entourage familial. Et puis des plans d'urgence dans les clubs, ça aussi, ce sont les Américains. Enfin, dans tous les cas, il y a le suivi régulier, on l'a vu, cardiovasculaire, en sachant que ce suivi, vous devez prévenir le sportif que peut-être l'année prochaine, vous ne l'autoriserez plus. Il doit le savoir. Je vous ai mis ici les règles d'or du club des cardiologues du sport. Je ne vais pas toutes vous les détailler.
parce qu'on n'a pas le temps ce soir, mais elles sont téléchargeables sur le site du Club des cardiologues du sport que je vous ai mis ici, et vous pouvez avoir la fiche qu'il y a derrière, qui va vous être envoyée gratuitement, sans aucun problème. Je veux juste insister, parce que vu la période de pandémie que l'on vit avec la Covid actuellement, sur le fait qu'il est très clair que quand on a de la fièvre ou un syndrome grippal, on ne fait pas de sport intense pendant les 8 jours. Mais c'est quand on a des symptômes. Il n'a jamais été dit et montré que le fait de faire du sport intense quand il y avait une infection interdisait de faire du sport intense. Je vous dis ça parce qu'en France, ce message a un petit peu circulé, il a été un petit peu dit maladroitement, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne faisaient pas du sport intense qui ont arrêté tout le sport. Alors que je vous rappelle que le sport modéré améliore l'immunité. Donc, il vaut mieux faire du sport pour mieux se défendre contre la Covid que de ne pas en faire. Attaquons maintenant avec quelque chose que l'on rencontre souvent, c'est l'hypertension artérielle et le sport. Tout d'abord, il y a quelques petits conseils à retenir. Vous rappelez que, outre le brassard adapté à la musculature du sportif, il faut que vous fassiez la mesure à distance d'un entraînement intense, c'est-à-dire environ 24 heures. Tout simplement parce que le sportif a déchargé beaucoup de catécholamines et vous pouvez avoir une pression artérielle anormalement élevée, surtout si vous faites le bilan trop tôt, ou à l'inverse, l'entraînement peut avoir baissé la tension et donc vous n'allez pas avoir la vraie tension. Vous devez ne pas hésiter à faire des automesures et les mesures ambulatoires de la pression artérielle. Je vous rappelle qu'actuellement, il n'y a pas de définition de l'hypertension artérielle à l'effort. Le sujet est hypertendu au repos. Donc, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est hypertendu sur un seul chiffre de tension artérielle élevée à l'effort. N'oubliez pas de vérifier que votre sportif ne prend pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est très fréquent. Et enfin, quand vous avez une hypertension artérielle récente, surtout chez un jeune sportif que vous connaissez, eh bien, pensez au dopage parce que la plupart des produits dopants font monter la pression artérielle. Au niveau épidémiologique, c'est très rare chez les sportifs très entraînés, moins de 3% d'observer une hypertension artérielle, mais on peut avoir des hypertensions artérielles masquées. Enfin, la classification est la même que chez le sujet non entraîné. Je ne vous la détaille pas, mais c'est exactement la même chose que l'on va proposer. La pratique du sport en compétition quand on est hypertendu. En fait, il ne faut pas avoir peur de l'hypertension artérielle et du sport de compétition. Premièrement, on équilibre la pression artérielle et on équilibre les facteurs de risque. Et le sujet a une capacité physique adaptée pour faire du sport. Dans ce cas-là, s'il a une hypertension artérielle équilibrée, pas de facteur de risque, il fait tout ce qu'il veut comme sport. Et de la même manière, s'il a une tension artérielle équilibrée et que les facteurs de risque sont traités, bien équilibrés. Il n'a pas d'atteinte des organes cibles, il n'a pas de pathologies cliniques associées qui vous sont résumées ici. Donc, il fait tous les sports. Maintenant, il a une hypertension artérielle équilibrée, les facteurs de risque équilibrés, mais il a une atteinte des organes cibles. Eh bien, on ne va pas autoriser les sports qui ont des contraintes statiques très importantes parce qu'ils élèvent beaucoup la pression artérielle. Donc, il fera tous les sports sauf cela. Et de la même manière, si jamais il a une hypertension artérielle bien équilibrée, des facteurs de risque traités, une atteinte des organes cibles et éventuellement une pathologie clinique associée comme une fibrillation auriculaire. Le traitement, vous devez privilégier les inhibiteurs du système rénine-angiotensine et les inhibiteurs calciques. N'oubliez pas que les diurétiques sont interdits pour la compétition car c'est un produit masquant. Ce n'est pas un produit dopant, c'est un produit qui masque la prise de produits dopants. Et les bêta-bloquants, n'oubliez pas qu'ils sont interdits simplement pour certains sports que je vous ai mis ici. C'est plutôt les sports où il y a un stress important comme le tir, l'automobile, où là, les bêta-bloquants sont interdits parce qu'ils diminuent le stress. Passons maintenant à la maladie coronaire athéromateuse. La maladie coronaire athéromateuse, eh bien, tout d'abord, il faut parler de l'épreuve d'effort. Parce que l'épreuve d'effort doit être ciblée. On a pris l'habitude, et en grande partie à cause des cardiologues dont je faisais partie, c'est ce qu'on avait dit à une certaine époque, on avait dit qu'à partir de 35 ans, il fallait faire des épreuves d'effort très facilement aux sportifs dès qu'il y avait un ou deux facteurs de risque. Aujourd'hui, on sait que l'épreuve d'effort détecte bien l'angor, c'est-à-dire la sténose qui est hémodynamiquement significative, mais qu'elle démasque mal le risque de syndrome coronaire aigu, c'est-à-dire la sténose la plaque de 30 à 40%, qui ne va pas modifier l'électrocardiogramme à l'effort, mais qui peut péter un jour lors de l'entraînement. Deuxième point très important, si vous faites une épreuve d'effort et que celle-ci ne montre pas d'anomalie chez quelqu'un qui veut reprendre le sport, vous ne pouvez pas lui autoriser la compétition avant 6 à 8 semaines d'entraînement.
Donc, il doit se réentraîner progressivement, même si votre épreuve d'effort est strictement normale. Je parle de quelqu'un qui veut reprendre le sport. Je ne parle pas d'un sportif qui est très entraîné. Votre choix, vous allez porter sur 4 critères. Est-ce que je fais une épreuve d'effort? Oui, peut-être s'il fait un exercice physique au moins intense, c'est-à-dire qu'il est vraiment essoufflé. Non, si c'est pour jouer aux boules. Le niveau d'entraînement, est-ce que cette personne s'entraîne régulièrement ou pas? Parce que le risque n'est pas le même. Qu'est-ce que vous donne votre examen physique? C'est-à-dire avec l'interrogatoire, bien sûr, qui va être associé. Et ensuite, vous devez calculer le niveau de risque cardiovasculaire. Alors, nous, on se base sur le score européen. Vous pouvez très bien vous baser sur le score européen ou sur le score de Framingham. N'oubliez pas que si le sujet est diabétique, s'il a une insuffisance rénale, s'il a un antécédent ou une imagerie cardiovasculaire anormale, il est classé automatiquement en risque élevé ou très élevé. Donc, l'épreuve d'effort sera fréquemment proposée. Quand est-ce qu'on fait une épreuve d'effort? On doit faire une épreuve d'effort s'il y a des symptômes, si l'examen physique est anormal ou si l'électrocardiogramme vous paraît anormal et vous pensez que l'épreuve d'effort va vous aider. Par exemple, vous voulez retrouver des troubles du rythme parce que l'électrocardiogramme vous fait penser qu'il y en a peut-être. Et ou s'il y a un antécédent familial ou personnel de cardiopathie à risque à l'effort. Dans ces cas-là, c'est du 1B, c'est la recommandation française de la Société française de cardiologie qui sont sorties en 2019 et qui disait que oui, vous devez faire l'épreuve d'effort. Et puis après, ce n'est plus du oui, c'est vous pouvez faire une épreuve d'effort chez le sujet entraîné avec un risque cardiovasculaire élevé ou très élevé. Donc, ce n'est pas que le sujet de 35 ans. De plus de 35 ans, ça peut être le sujet plus jeune qui a déjà eu un problème coronarien, par exemple, ou qui a une insuffisance rénale. Eh bien, lui, il doit avoir une épreuve d'effort. Par contre, le sujet entraîné qui a un risque cardiovasculaire faible, non, il ne faut pas faire d'épreuve d'effort. On l'a classé en 3 parce que cette épreuve d'effort ne vous apportera rien et donc peut même vous poser un problème parce que ça veut dire que le sportif peut penser qu'il ne risque rien puisque l'épreuve d'effort n'a rien montré, alors qu'il va peut-être avoir une douleur dans la poitrine une semaine après en courant et qu'il y avait une petite plaque que vous ne pouviez pas détecter et qui est en train de se rompre, et il ne va pas en tenir compte puisque vous lui avez dit que son épreuve d'effort ne montrait rien. Et puis enfin, vous avez la personne qui n'est pas entraînée, le débutant, c'est-à-dire celui dont on a parlé précédemment qui doit reprendre progressivement s'il veut faire du sport intense. Eh bien, le débutant qui a un risque cardiovasculaire modéré, c'est du 2BC, on peut lui faire là aussi une épreuve d'effort. Donc, vous voyez, on a baissé le risque cardiovasculaire à modéré alors que chez l'entraîné, on n'a pas parlé du risque cardiovasculaire modéré. Pour nous, l'épreuve d'effort ne s'impose pas systématiquement. Ici, je ne vous détaille pas, vous avez les niveaux de risque cardiovasculaire, c'est ceux que la Haute Autorité de Santé a proposés en 2018, et ça vous permettra d'avoir les sujets que l'on classe en risque cardiovasculaire faible, modéré, élevé ou très élevé. Ensuite, on va passer à la personne qui a eu un syndrome coronaire aigu, c'est-à-dire qu'il est coronarien et il veut faire du sport et il va vous demander l'autorisation soit de reprendre, soit de commencer. Donc, bien sûr, vous faites un bilan clinique complet, vous vérifiez les facteurs de risque, vous faites l'électrocardiogramme de repos, vous faites l'échocardiogramme de repos, vous faites l'épreuve d'effort qui va être faite sous traitement puisqu'il va faire du sport sous traitement. Et cette épreuve d'effort, vous avez 3 choses à regarder, l'ischémie, les arythmies, donc éventuellement si vous avez un doute, vous faites le holter avec entraînement, la capacité physique pour savoir s'il est capable de faire du sport et la récupération. L'imagerie, eh bien, c'est la coronarographie, voire l'IRM s'il y a de la nécrose. Là, vous allez classer votre patient en risque faible ou risque élevé. Risque faible, ça veut dire qu'il a une revascularisation complète et ou bien qu'il n'a pas d'absence, qu'il a une absence de sténose significative. Il a une fraction d'éjection normale, pas de symptômes ni d'ischémie myocardique à l'effort, pas d'arythmie à l'effort, la capacité physique est bonne et il a un bon équilibre des facteurs de risque. C'est un risque faible. Le risque élevé, alors pour le risque faible, il faut avoir tous ces critères. Le risque élevé, il suffit qu'il y ait un des critères précédents. Revascularisation incomplète, fraction d'éjection diminuée, ischémie à l'effort ou trouble du rythme, arythmie ventriculaire complexe à l'effort, symptômes à l'effort ou une IRM avec une cicatrice de nécrose de haut grade. Au niveau européen, ça a été chiffré à 20%, puisque là, vous avez un risque d'arythmie important. À partir de là, vous allez pouvoir avoir 4 possibilités pour savoir si vous autorisez ou pas le sport. Donc, la première chose, c'est vous avez le sportif
pour une raison X, Y, Z, vous lui avez fait un scanner coronaire et il a des plaques non significatives, mais vous lui faites une épreuve d'effort qui est normale ou un écho d'effort qui est normal. À ce moment-là, il n'y a aucune restriction, il n'y a pas de traitement à lui donner, sauf le traitement des facteurs de risque. Aucune étude n'a montré que de donner, par exemple, de l'aspirine dans ce cas-là avait un effet bénéfique. Maintenant, vous avez le deuxième cas, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, c'est un coronarien que vous connaissez depuis longtemps, il ne se plaint de rien, tout va bien chez lui, votre bilan est toujours normal, les facteurs de risque sont équilibrés, donc il vient vous voir pour savoir s'il peut faire du sport. Eh bien, il n'y a pas de restriction au sport en compétition. Bien sûr, vous allez vérifier que son épreuve d'effort lui permet de faire le sport qu'il veut faire et vous l'éduquez. Troisième cas, c'est quelqu'un qui a eu fait un syndrome coronaire aigu, donc il vient d'être coronarien et il a un faible risque comme on l'a vu. Il n'y a aucune restriction au sport en compétition pour les Américains et pour les Européens, jusqu'à 60 ans, jusqu'à 60 ans, il n'y a pas de restriction, mais c'est au cas par cas, c'est-à-dire que la décision partagée a un rôle important. Au-delà de 60 ans, on a contre-indiqué les sports classés 3, c'est-à-dire ceux avec les plus fortes contraintes statiques et dynamiques. Et puis enfin, il y a le sujet qui est à haut risque après l'accident aigu, ou bien le sujet qui a fait l'accident aigu, mais l'accident date de moins de 3 mois. Eh bien, à ce moment-là, on ne pourra faire de la compétition seulement dans les sports avec les plus faibles contraintes, classés 1A ou 2A. Passons maintenant aux cardiomyopathies et sport. Donc, concernant la cardiomyopathie hypertrophique, et là, je vous ai mis les deux recommandations américaines, européennes. Je vais surtout insister sur les recommandations européennes parce que là, nous avons pris une décision très forte. C'est qu'on a dit que le sportif adulte avec une cardiomyopathie hypertrophique avec des signes cliniques minimes et un score de l'européen faible, il est possible de lui autoriser les sports en compétition au cas par cas, sauf les sports à risque en cas de syncope. Après décision partagée avec le sportif qui est informé, qui sait qu'il a un risque 3 fois plus élevé que monsieur tout le monde d'avoir un accident, et s'il a un suivi annuel dont le résultat peut modifier la décision initiale. Voilà un exemple typique de la décision partagée à laquelle dans notre équipe on a été confronté 2 ou 3 fois. Et il y a des cas où le sportif nous a dit d'accord, je prends le risque, et d'autres qui nous ont dit non, on ne veut pas le prendre. Les Américains, eux, sont restés sur les contre-indications qu'il y avait avant, surtout sous la poussée du professeur Maron, qui est la personne qui connaît le mieux dans le monde la cardiomyopathie hypertrophique et qui craint beaucoup. Pour vous dire pourquoi on a changé cette attitude, nous, c'est qu'il y a des études qui ont montré que de faire du sport avec des cardiomyopathies hypertrophiques, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas écouté les conseils qu'on leur a donnés, ont montré qu'à 20 ans, ils n'avaient pas plus d'accidents que ceux qui n'avaient pas que ceux qui avaient arrêté le sport avec la même maladie. Une autre question qui se pose, c'est le sport intense et la cardiomyopathie hypertrophique avec le génotype positif, le phénotype négatif, c'est-à-dire que la personne a la mutation, mais il n'a pas d'hypertrophie sur l'échographie. Et bien dans ces cas-là, on peut autoriser la compétition sans aucune restriction. Les cardiomyopathies dilatées. Les cardiomyopathies dilatées, là aussi, c'est plutôt les Européens, les Américains en ont très peu parlé. Alors, je vous rassure, il n'y a quand même pas beaucoup d'insuffisants cardiaques qui nous demandent de faire du sport en compétition. Mais on peut très bien avoir des cardiopathies asymptomatiques avec une fraction d'éjection supérieure à 40% qui peuvent, au cas par cas, pratiquer tous les sports en compétition, sauf ceux à risque de syncope. La demande est exceptionnelle, mais ça pourrait arriver. Ça peut être le golf, par exemple, ça peut être d'autres sports. Il faut qu'il ait une capacité physique adaptée. Il ne faut pas qu'il y ait d'antécédent de syncope ni d'arythmie ventriculaire, pas d'antécédent familial de mort subite, et surtout, peut-être la chose la plus importante à retenir, pas de cardiopathie, pas de laminopathie, puisqu'on sait que le sport aggrave le pronostic des laminopathies. Donc, quand vous avez une laminopathie dans la famille et que vous cherchez dans la fratrie du premier degré si les gens ont la mutation, eh bien, même les gens qui ont la mutation sans avoir de signes de cardiopathie dilatée ne doivent pas faire de sport intense, puisque ce sport intense va aggraver la pathologie. La non-compaction du ventricule gauche. Donc, il faut faire attention parce que les deux sociétés américaines et européennes ont insisté sur le fait que souvent, on a des trabéculations marquées dans le ventricule gauche. Ces trabéculations sont isolées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie de la fonction VG, il n'y a pas de trouble du rythme. Et dans tous ces cas-là, eh bien, le sport n'est pas contre-indiqué. Donc, faites attention à ne pas faire trop facilement le diagnostic
de non-compaction du ventricule gauche chez l'athlète, on peut se faire attraper. Si par contre, vous avez une non-compaction à fraction d'éjection, une vraie non-compaction, mais que la fraction d'éjection est normale, asymptomatique, pas de syncope, pas d'arythmie sévère, ils peuvent faire tous les sports en compétition, sans restriction, sauf les sports à risque s'il y a une syncope. Toujours pareil, quand vous avez une cardiopathie arythmogène, méfiez-vous d'autoriser, par exemple, le kitesurf ou l'alpinisme ou des sports où vraiment ça va poser un très grave problème, par exemple une compétition automobile, parce que s'il a une syncope et qu'il perd connaissance, vous comprenez bien ce que ça peut donner. Par contre, si la non-compaction ventriculaire gauche est un peu compliquée, il n'y a pas de sport de compétition, sauf au cas par cas les sports classés 1A. Le sport de loisir est toujours autorisé dans ce cadre. Parlons maintenant de la maladie arythmogène du ventricule droit. Peut-être que vous avez suivi qu'aujourd'hui, la maladie arythmogène du ventricule droit va rentrer dans une classification plus large de cardiopathies qui s'appelle les cardiopathies arythmogènes, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait les mêmes modifications sur le ventricule, il pouvait y avoir les mêmes modifications sur le ventricule droit que dans le ventricule gauche que dans le ventricule droit. Donc aujourd'hui, on a élargi un petit peu, mais je vais me limiter à la maladie arythmogène du ventricule droit. Si la maladie arythmogène du ventricule droit est prouvée, probable, possible, ou bien si c'est génotype positif, phénotype négatif, aucun sport intensif, ni en compétition, ni en loisir. Et éventuellement, on peut autoriser les sports 1A. Il est recommandé de ne pas dépasser environ 150 minutes d'activité physique et sportive par semaine. Si jamais, par contre, non, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est les Européens ont dit exactement comme les Américains. Passons aux valvulopathies. Les valvulopathies, je ne vous montrerai qu'une seule diapositive parce que c'était trop long à tout détailler, vous vous en doutez bien. Donc, j'ai résumé à peu près. Si le sportif a une valvulopathie minime ou modérée avec tous les signes suivants, asymptomatique, fonction ventriculaire gauche normale, capacité physique adaptée au sport, pression artérielle normale à l'effort, pas d'arythmie, repos ni effort, pas d'ischémie, on fait le bilan adapté, en plus de l'échocardiogramme de repos, puisque a priori on a fait l'échocardiogramme de repos pour détecter la valvulopathie, et dans ces cas-là, il n'y a aucune restriction sportive. Par contre, si c'est un sportif avec une valvulopathie modérée ou sévère, avec un seul des signes suivants, c'est-à-dire l'inverse de ce que j'ai dit précédemment, eh bien, on fait un bilan cardiologique. Et là, ça n'est pas marqué vraiment dans les recommandations européennes, mais nous, on le rajoute parce qu'on y croit beaucoup. L'échocardiogramme d'effort est intéressant et on va proposer une restriction éventuelle adaptée. On va parler de l'arythmie et du sport. Comme je vois que le temps a passé assez vite, je ne vais pas tout vous détailler. Je vais juste vous montrer les diapositives qui me semblent les plus importantes et vous dire un ou deux mots sur celles qui peuvent vous intéresser. Tout d'abord, n'oubliez pas, quand vous avez affaire à un sportif, d'aller regarder les facteurs extracardiaques, les signes d'infection, les anomalies métaboliques. Est-ce qu'il prend des médicaments arythmogènes? Est-ce qu'il jamais il prend une stimulation sympathique, c'est-à-dire soit des boissons énergisantes, soit beaucoup de caféine, beaucoup d'alcool ou d'autres substances festives? Et est-ce qu'il prend des produits dopants? Les anabolisants, les amphétamines favorisent les arythmies. Enfin, il y a 3 points importants quand vous avez un sportif qui veut faire des troubles de rythme. Est-ce qu'il est symptomatique? Oui, non. Est-ce que les troubles de rythme s'aggravent à l'effort? Oui, non. Est-ce qu'il a une cardiopathie prouvée ou très probable? Oui, non. Si vous répondez oui à une de ces 3 questions, faites attention vis-à-vis du sport intense. Si un sportif a des symptômes qui vous font penser à un trouble du rythme, que vous n'arrivez pas à prouver formellement que c'est un trouble du rythme, gardez votre idée. Il a probablement un trouble du rythme. Et ça peut se terminer très gravement. Il y a eu des cas de jeunes sportifs qui sont décédés, qui ont été explorés 3 fois. Et à l'autopsie, on a vu qu'ils avaient une maladie arythmogène du ventricule droit. Mais ils étaient tous symptomatiques. Donc les symptômes à l'effort qui évoquent des troubles de rythme, soyez très prudents. Là, je ne vous détaillerai pas ces diapositives, c'est tout ce qui ne pose pratiquement aucun problème. C'est les signes du cœur d'athlète. Vous pourrez revoir ma diapositive après. Ça, c'est la même chose. Je vous rappelle juste qu'un bloc de branche gauche complet, on n'autorise pas le sport comme cela. Il faut faire un bilan complet pour éliminer une cardiopathie, en particulier une cardiopathie ischémique. Les tachycardies supraventriculaires, dans l'immense majorité des cas, elles sont bénignes quand elles sont rares, asymptomatiques. Et dans la plupart des cas, on va faire une ablation s'il y a besoin, ou bien on va autoriser le sport sans ablation. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est facile.
Quand elles sont symptomatiques ou fréquentes, ben, c'est là où l'ablation est importante. Et tout à l'heure, ça a été le docteur Nabil Bar en a parlé un petit peu dans l'introduction, le Wolff-Parkinson-Watt. Aujourd'hui, la préexcitation, qu'elle soit symptomatique ou pas, on va lui faire une exploration électrophysiologique, sauf peut-être les sujets très très jeunes ou les sujets âgés. Si on découvre le Wolff à 55 ans ou 60 ans qu'il a toujours été asymptomatique, est-ce qu'il faut lui faire l'exploration électrophysiologique? Globalement, nous, dans notre équipe, on ne la fait pas. Et l'exploration électrophysiologique va vous guider pour l'ablation. Selon la réussite, on va autoriser tous les sports où il va y avoir des restrictions. Au niveau des tachyarrhythmies supraventriculaires, le flotteur, c'est simple, c'est le bilan habituel, et on fait toujours des ablations, puisque bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. La fibrillation auriculaire, on fait le bilan classique, soit elle est permanente, et à ce moment-là, on traite la cardiopathie s'il y en a une, et c'est ça qui va nous permettre de proposer le sport ou pas. L'anticoagulation est classique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne fait du sport qu'il faut l'anticoaguler plus ou moins. Et il faut, si jamais le rythme ventriculaire monte trop à l'effort, c'est-à-dire quand vous faites l'épreuve d'effort, la fréquence cardiaque, la fréquence ventriculaire monte trop, donner un bêta-bloquant pour ralentir le rythme. Au niveau des troubles du rythme, des fibrillations auriculaires paroxystiques, on ne fait rien si elles sont rares et bien tolérées. Et on va autoriser le sport, sauf les sports à risque de syncope, bien sûr. Et puis l'ablation va être facile si jamais elles sont fréquentes. N'oubliez pas que quand vous faites une ablation, et même quand il y a des fibrillations auriculaires paroxystiques, de demander aux sportifs de diminuer l'entraînement et la compétition, puisque l'ablation, elle traite la conséquence, elle ne traite pas la cause de la fibrillation. Et il y a un peu plus de récidive chez eux. Dans les extrasystoles ventriculaires, vous allez les différencier entre bénignes, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, et puis celles qui sont plutôt inquiétantes. Si elles sont symptomatiques, ou bien que le cœur n'est pas sain, on va traiter la cardiopathie arythmogène. Par contre, si les extrasystoles ventriculaires traitées, qu'elles soient traitées ou pas, et il y a une cardiopathie arythmogène, eh bien à ce moment-là, c'est aucun sport en compétition, comme on l'a vu précédemment pour la maladie arythmogène du ventricule droit. Les tachycardies ventriculaires non soutenues, dès qu'il y a une cardiopathie, comme on le voit à droite, et y compris une séquelle de myocardite, c'est aucun sport en compétition. Si elles sont asymptomatiques et qu'elles ne disparaissent pas à l'effort, qu'il y a un cœur sain, que la génétique est normale, qu'il n'y a pas de cardiopathie arythmogène dans la famille, on peut essayer de leur demander de se désentraîner. Nous, on a 2 cas, c'est très peu, c'est très rare, mais où tous les troubles du rythme ont disparu après 6 mois d'arrêt de sport. Sinon, on peut essayer de les traiter et voir si on peut leur proposer des sports plus ou moins importants. N'oubliez pas que l'ablation, maintenant, des foyers d'arythmie ventriculaire sont de plus en plus fréquemment utilisés. Enfin, les tachycardies ventriculaires soutenues, celles qui sont monomorphes sur cœur sain, aucun élément en faveur d'une pathologie, on peut essayer des entraînements, on peut essayer le traitement antiarythmique, et en fonction des résultats, on va voir ce qu'on autorise comme sport. Par contre, dès qu'on rentre dans les sports, dans les tachycardies monomorphes ou polymorphes qui compliquent une cardiopathie irréversible, par exemple une maladie arythmogène du ventricule droit, par exemple une cardiomyopathie hypertrophique, et bien là, aucun sport en compétition. Si jamais, n'oubliez pas que quelqu'un qui fait une tachycardie ventriculaire, par exemple, après un syndrome coronaire aigu, juste après, ou après un commotio cordis, c'est-à-dire un choc sur la poitrine, en fait, la cause, la cardiopathie est réversible. Donc lui, on pourra, après l'avoir bien retesté pendant au moins 3 mois, surveillé pendant 3 mois, on pourra lui autoriser de reprendre tous les sports puisque la cause a disparu a priori. Pour les stimulateurs et les sports en compétition, et surtout les défibrillateurs, je vais vous rappeler quand même que les défibrillateurs, a priori, c'est non. On a très peu de recul sur les défibrillateurs cardiaques en sous-cutané et la pratique sportive. Donc, pour le moment, c'est très utilisé chez les sportifs, mais on n'a pas assez de recul. Donc, globalement, c'est plutôt non, même si les Américains disent qu'on peut autoriser à certaines personnes la poursuite du sport. Pour les canalopathies, c'est là où il y a la plus grande discordance entre les Européens. Les Européens, c'est toujours pratiquement aucun sport en compétition pour les QT longs. Et les Brugadas, les QT courts, c'est un peu plus permissif, mais relativement peu. Les Américains sont beaucoup plus permissifs puisqu'ils autorisent dans les Brugadas les syndromes de prolongation précoce et les QT courts traités, sans symptômes depuis au moins 3 mois. Ils font tout ce qu'ils veulent comme sport. Donc, c'est beaucoup moins restrictif que les Européens. Et pour les QT longs, eh bien, traités, pas de symptômes depuis 3 mois,
avec les, signes les recommandations de sécurité dont je vous ai parlé, c'est-à-dire le défibrillateur dans le sac, etc., ils peuvent faire tous les sports, sauf la natation pour les QT longs de type 1. Les Européens, c'est aucun sport en compétition, sauf les sports très peu, qui entraînent très peu de stimulation. Enfin, la tachycardie ventriculaire polymorphe catécholergique, européen comme américain, c'est aucun sport en compétition et on comprend facilement pourquoi. Donc, pour conclure et pour avoir un petit peu de temps pour discuter, eh bien, les recommandations qui sont proposées sont plus permissives, mais elles ne sont pas totalement permissives. J'insiste sur le totalement parce que souvent les gens résument et disent le coronarien, il peut tout faire. Non, ce n'est pas vrai. C'est le coronarien à très faible risque qui peut tout faire. Et ce coronarien, n'oubliez pas qu'il a moins de risques que la personne qui n'a pas encore fait de syndrome coronaire, mais qui est hypertendue, qui est en surpoids, qui fume 3 paquets par jour. Donc, en fait, on n'est pas totalement permissif. On autorise les gens qui sont parfaitement traités. Les Américains sont plus permissifs que les Européens, sauf pour la cardiomyopathie hypertrophique. De mon point de vue, mais ce n'est que de mon point de vue, je trouve que nous sommes trop restrictifs pour les QT longs. Parce qu'on met dans le même sac vis-à-vis du sport tous les QT longs, alors que le QT long qui a montré un risque majeur, c'est le QT long de type 1 vis-à-vis du sport. Les autres, on n'a pas de preuves formelles montrant que le sport est la cause principale des morts dans les QT longs. Attention aux pathologies génétiques qui peuvent être aggravées par le sport parce qu'eux, ils arrêtent tout. N'oubliez pas la décision partagée. Si vous pouvez faire un écho d'effort, je vous encourage à l'utiliser. C'est très, très riche de renseignements. Et n'oubliez pas que l'épreuve d'effort doit être vraiment maximale. Le suivi régulier et n'oubliez pas l'éducation du patient et non pas de la patience, comme je vous l'ai montré. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis désolé, mais c'est vrai que ça fait un peu un tableau avec plein de choses, plein de renseignements, mais c'est le problème de présenter des recommandations très riches, très nombreuses, mais peut-être faut-il mieux que vous preniez le temps de les voir pathologie par pathologie, en prenant le temps de bien les digérer. Mais je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, professeur François Carré, pour ce tour d'horizon concernant les nouvelles recommandations européennes de la cardiologie du sport. C'est un tour d'horizon qui est complet, clair et exhaustif. Et je pense qu'on aura beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations sur ces nouvelles recommandations. Alors, il y a plein de questions qui concernent surtout notre situation sanitaire que nous vivons et qui concernent en rapport avec le Covid-19. Et il y a des questions du professeur Nice qui les a posées avant que vous ne commenciez votre topo. Et il pose la question: comment alerter les sportifs professionnels et les sportifs du dimanche vis-à-vis du Covid-19? C'est une question très importante que Ahmed nous pose maintenant. J'ai une vision, quand je dis je, on est plusieurs, on n'est pas tous d'accord. Je pense qu'on a eu trop peur du Covid dans le sens où on a extrapolé beaucoup de données, en particulier sur les myocardites, à partir de patients qui étaient hospitalisés en réanimation. C'est-à-dire que toutes les fédérations ne sont pas d'accord avec ce qu'on a proposé. Il y a des cardiologues qui ont proposé autre chose à certaines fédérations, peu importe. Nous, les choses sont simples. Quelqu'un qui n'a eu aucun symptôme du Covid, qui suit les règles de distanciation, qui n'a pas été en contact proche avec quelqu'un qui a eu le Covid et qui le sache, il fait son sport comme d'habitude. Il fait son sport comme d'habitude, puisque ce sportif-là, il a une immunité a priori développée et on a quand même très peu de cas, en tout cas publiés, même dans les journaux, de sportifs qui soient morts en faisant du sport à cause du Covid. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y a eu un cas ou deux en France, un rugbyman, on n'est pas sûr, mais on n'est pas sûr qu'il avait vraiment eu le Covid, donc c'est quand même très rare. De la même façon, ne nous précipitons pas sur l'IRM, parce que l'IRM systématique à tous les sportifs qui ont eu le Covid, ça va nous poser d'énormes problèmes. D'abord, il faut la faire par des gens compétents. Deuxièmement, il faut la voir dans des délais respectables. Troisièmement, il va falloir l'interpréter. Si jamais on trouve une petite zone de fibrose et que le sportif est Covid négatif, par exemple, eh bien, comment on va faire?
Qu'est-ce qu'on va en faire? On va tout lui interdire. Donc, aujourd'hui, ce dont on a peur dans le Covid, si le patient a une atteinte cardiaque, c'est qu'il fasse des troubles du rythme. Donc, on propose de privilégier l'épreuve d'effort. Il faut savoir y associer la recherche de la désaturation parce que quelqu'un qui a fait un Covid peut ne pas désaturer au repos, mais désaturer à l'effort. Donc, à ce moment-là, il faut voir si à l'effort il désature, parce que s'il désature, ça veut dire qu'il a un Covid sévère, et surtout des troubles du rythme. Et comme l'épreuve d'effort ne suffit pas, nous, on leur fait faire un holter avec entraînement. S'ils n'ont pas de troubles du rythme, eh bien, à ce moment-là, alors bien sûr, ils n'ont pas eu de symptômes cardiaques. S'ils ont des symptômes cardiaques, ils ont l'IRM. Mais s'ils n'ont pas de symptômes cardiaques, ils ont eu simplement le Covid, ils ont perdu le goût et l'odorat, point à la ligne, et ça a duré 5 jours, eh bien, on ne leur fait pas d'IRM cardiaque. Donc, moi, je n'irai pas inquiéter la population, même sportive, vis-à-vis du Covid. Ça a été fait en France. Je crois que c'est une erreur parce que, comment dire, dans toutes les épidémies virales, on n'a jamais interdit aux gens de faire du sport. Par contre, s'ils ont de la fièvre, s'ils ont des signes, là, ils doivent totalement arrêter le sport. D'accord. Alors, on va s'éloigner un peu du Covid. Est-ce qu'il faut faire une IRM cardiaque chez tous les sportifs qui ont une inversion de l'angulé en antérieur? Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous faites l'échocardiogramme et il vous fait le diagnostic. L'IRM n'est pas obligatoire. Alors, je parle d'ondes négatives de V2 à V6, sauf les ondes négatives qu'on voit chez les athlètes afro-caribéens, c'est-à-dire avec le point J surélevé, le segment ST en dos, mais l'onde négative jusqu'en V4. Mais de toute façon, en V5, V6, c'est toujours anormal, quelle que soit l'origine ethnique. Et en dehors des afro-caribéens, c'est-à-dire l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, parce que ce n'est pas aussi vrai dans l'Afrique de l'Est, on a moins de données, mais c'est moins si vrai, et dans l'Afrique du Nord, ce n'est pas vrai non plus, on n'en voit pas beaucoup de ces aspects d'électrocardiogramme, eh bien, il faut faire l'échocardiogramme. Si l'échocardiogramme est normal, vous devez faire une IRM. Tout simplement parce que l'échographie cardiaque normale n'élimine pas une cardiomyopathie hypertrophique à 100%. Donc, soit l'écho fait le diagnostic, soit l'écho ne fait pas le diagnostic. Et pour répondre clairement à votre question, c'est oui, c'est une IRM. D'accord. Alors, une question de notre pionnier de la cardiologie marocaine, je nomme le professeur Arbi, notre maître. Alors, il dit, le syndrome de repolarisation précoce peut-il être la cause d'une mort subite? L'importance de la surélévation du point J est-elle le facteur déclenchant? Alors, oui, la repolarisation précoce peut être la cause d'une mort subite. Et oui, les formes les plus sévères, c'est quand on a les formes les plus à risque, c'est les formes avec des repolarisations précoces en dérivation inférieure, D2, D3, VF, et un point J surélevé de largement plus de 2 mm. Souvent, c'est des points J surélevés à 3-4 mm. Mais attention, ces morts subites surviennent pendant le sommeil, pas à l'effort. Donc, la pratique sportive n'est a priori pas contre-indiquée. Bien sûr, je ne parle pas d'un sujet symptomatique, je parle d'un sujet asymptomatique. À ce sujet, il faut savoir quand même que chez les jeunes sportifs, comme dans la population générale, la mort subite survient dans 30 à 40% des cas pendant le sommeil. On l'oublie. C'est-à-dire qu'en fait, le jeune qui meurt d'une cause cardiaque a priori, c'est souvent pendant le sommeil. Et ça peut être des brugadas, ça peut être des QT courts, ça peut être des repolarisations précoces qui sont toutes des cas d'allopathie qui entraînent des décès pendant le sommeil ou bien du syndrome arythmogène qu'on ne connaît pas, arythmique, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé la cause actuellement. Donc, repolarisation précoce et sport, a priori, c'est plutôt oui, sauf si je suis symptomatique. D'accord. Alors, on est submergé par le nombre de questions. Alors, une question du docteur Faisal Bouzar. Quelles sont les recommandations en cas de prolapsus de la valve mitrale? Alors, les prolapsus de la valve mitrale, on a un petit peu changé nos recommandations dans le sens où aujourd'hui, vous savez peut-être que dans le prolapsus de la valve mitrale, on a les prolapsus qui sur l'écho vous montrent une petite désinsertion postérieure de la valve et qui montre, c'est un facteur de risque avec beaucoup plus de risques de troubles du rythme qui viennent dans la zone sous-mitrale. Donc, dans ces formes-là, c'est-à-dire un prolapsus mitral qui fait des troubles du rythme, un prolapsus mitral qui a des antécédents de mort subite dans la famille, un prolapsus mitral qui est symptomatique et qui a une IM très importante, et alors là, c'est l'IM qui décide,
ce n'est pas de sport en compétition ou des sports à faible intensité. Par exemple, le prolapsus mitral isolé, sans fuite mitrale majeure, pas de trouble du rythme, pas de zone un petit peu de désinsertion au niveau postérieur, il peut faire du sport en compétition. D'accord. Alors, une question de notre chère présidente, le professeur Aïcha Oued. Chez un patient coronarien, quand reprendre l'activité sportive après pause de stent? Alors, les recommandations américaines comme européennes, c'est 3 mois. Moi, j'ai plutôt tendance habituellement à dire, alors, je réponds pas bien à la question. La question qui m'est posée, c'est quand reprendre le sport? On peut reprendre le sport modéré, sans compétition, après, on va dire, 15 jours à 3 semaines après la pause du stent. Hein. Mais la compétition, c'est après 3 mois. Moi, j'ai tendance souvent à aller jusqu'à 6 mois parce que ça permet au sujet de bien se réentraîner. Parce que si jamais il s'entraîne très peu jusqu'à la reprise de la compétition, ce n'est pas tellement pour son cœur que je crains, c'est pour avoir d'autres problèmes. Donc, mais les recommandations, c'est 3 mois. Et toujours dans le même ordre d'idées, après ablation de Kent. Alors, après ablation de Kent, si le Kent a complètement disparu, s'il n'y a rien, on peut reprendre la compétition. Moi, je ne sais pas, le plus tôt qu'on a été, c'est 3 jours. 3 jours après. D'accord. On a avec nous un interniste, le professeur Ali Hda, qui dit que je ne recommande pas de pratique sportive en cas de rétrécissement aortique, même asymptomatique. À votre avis? Alors oui, oui, mais ce qu'on a mis dans les recommandations, c'est asymptomatique avec une sténose aortique minime ou modérée. Hein, non, oui, minime ou modérée. Non, si, c'est minime ou modéré. Donc, en fait, on tient compte du gradient. À l'inverse, un gradient sévère, même asymptomatique, il ne va pas bien sûr pas faire de compétition, et un gradient moyen élevé non plus. Donc, oui, c'est pas d'être symptomatique ou pas, c'est le sujet qui a une petite valvulopathie qui est asymptomatique, on va pouvoir l'autoriser. Mais si le sujet a une sténose ou une valvulopathie sévère, qu'il soit symptomatique ou pas, il ne fera pas de compétition. D'accord. Alors, il y a le professeur Ahmed Bennis qui s'accroche au Covid et qui vous dit que 30% des sportifs avec sérologie Covid-19 positive ont des lésions myocardiques à l'IRM. Que faire pour la reprise sportive des Covid positifs? Eh ben, on retombe sur la question un petit peu précédente. Voilà l'exemple typique de ce que je vous disais. Est-ce que ces lésions à l'IRM sont liées au Covid? Premier point, parce qu'ils n'ont pas eu d'IRM avant. Et puis deuxième point, il y a des lésions dont j'ai parlé avec Jérôme Gaillot, qui est un IRMiste très célèbre en France, et il m'a dit, on voit avec des séquences très spécifiques, on voit comme des billes, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, on ne sait pas. Donc, moi, je vous dirais, personnellement, ce que je dirais à mon sportif, je lui dirais, écoutez, on attend tout votre syndrome inflammatoire. Je le traiterai comme une myocardite. Syndrome inflammatoire complètement disparu, tout est normal. Je n'ai pas de fibrose de façon très importante, j'ai des zones modérées. Je fais un test d'effort, un Holter. S'il n'y a pas de trouble de rythme, je réautorise le sport. Je les traiterai comme une myocardite. Voilà. D'accord. Alors, un patient porteur d'un défibrillateur automatique implantable, est-ce que c'est la contre-indication au sport de compétition, est-ce qu'elle est définitive pour le DAI? Oui. Alors, la vraie compétition pour gagner, c'est oui. Aujourd'hui, c'est oui. Quelqu'un vient me voir, il n'a jamais fait de syncope, il a en prévention primaire un défibrillateur, il veut participer à un ou deux marathons dans sa vie parce que c'était son rêve. Je vais lui dire oui, vous allez le courir tranquillement, sans forcer, puis voilà. D'accord. Donc, je l'autoriserai à faire de la compétition, mais sans but de performance. Mais autrement, quand il y a le défibrillateur, c'est oui. C'est contre-indication définitive. Alors, j'ai une question d'un patient que je suis. C'est un sportif de haut niveau, c'est un cavalier et qui a l'habitude de faire de la compétition de haut niveau. Alors, il est asymptomatique et durant son bilan annuel qu'on fait en pré-saison, on a trouvé une bicuspidie aortique avec une dilatation aortique. Alors, il a été opéré, il a été opéré. Et est-ce qu'il y a une preuve directe entre
l'intensité du sport et ce degré de dilatation. Est-ce qu'il y a une preuve de l'intensité du sport et le degré de cette dilatation au fur et à mesure des années? Alors, on n'a qu'une seule étude à ce sujet, une étude italienne, qui a comparé deux groupes, bicuspidi qui ne fait pas de sport, bicuspidi qui fait beaucoup de sport. À 5 ans, il n'y avait pas de différence entre les deux. Je mets un bémol à ça, c'est que le sportif dont vous me parlez, il fait de l'équitation. Et dans l'équitation, il y a quand même une contrainte non négligeable au niveau statique, en particulier au niveau des jambes, et la pression monte un peu plus. Mais aujourd'hui, pour répondre à votre question, non, on n'a pas de preuve du tout. Donc, ça veut dire que le fait d'avoir fait de l'équitation, à mon avis, n'a rien aggravé. D'accord. Alors, une question de notre ami Faddal Iraqi qui dit que je voudrais juste vous demander, est-ce que vous voyez plus d'apnée du sommeil chez les haltérophiles qui présentent une hypertension artérielle? Alors là, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu de papier là-dessus. Je ne sais pas. Non, je peux pas. Là, vraiment, je n'ai pas vu d'article là-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je ne sais pas. D'accord. Il y a plein de médecins qui posent la question compétition après infarctus. Donc, ce qu'il faut retenir sur ce point-là, parce que comme j'ai été vite, je comprends que tout le monde n'ait pas pu tout retenir, mais avant, c'était rien, c'était du golf. Aujourd'hui, si j'ai un patient qui fait un infarctus à faible risque, c'est-à-dire qu'il n'a pas une cicatrice très importante, il n'a aucun trouble de rythme, ses facteurs de risque sont équilibrés, il est totalement revascularisé, il a une bonne fonction VG, il a une bonne épreuve d'effort, eh bien, il peut faire tout ce qu'il veut en compétition. Il veut faire du triathlon aux Jeux Olympiques, il peut les faire. Par contre, si ses facteurs de risque ne sont pas équilibrés, par contre, s'il a des troubles du rythme, s'il n'est pas revascularisé complètement, c'est non. Voilà, on a classé dans ces deux choses. D'accord. Alors, il y a une question de Dr Souad Barada. S'il vous plaît, la place des tests génétiques dans le dépistage des cardiopathies. Alors, ne nous précipitons pas sur les tests génétiques, parce que les tests génétiques, ce n'est pas parce que le test génétique est négatif qu'il n'y a rien. Il y a peut-être une mutation qui n'est pas connue. Donc, la clinique, l'électrocardiogramme, l'échocardiogramme, l'IRM ont autant d'importance que le test génétique. Par contre, quand dans une famille, vous avez une maladie génétique et que la personne, on sait quel est le génotype, c'est-à-dire qu'on a la mutation et qu'il y a des gens qui veulent faire du sport à côté, eh bien, il faut faire l'enquête génétique à la famille pour vérifier qu'ils n'ont pas la mutation. Donc, le test génétique, ce n'est pas la panacée, mais il faut savoir l'utiliser. D'accord. Alors, les cardiopathies héréditaires sont-elles une contre-indication à une activité sportive? Pas toutes. La cardiomyopathie hypertrophique, c'est héréditaire. On a vu que ce n'était pas une contre-indication. Les bicuspidies, c'est souvent héréditaire. Ce n'est pas toujours une contre-indication. Ça dépend de la taille, de la dilatation, s'il y a une fuite, s'il y a une sténose. Comment ça s'appelle certaines canalopathies ne sont pas toutes une contre-indication. Par contre, tout ce qui est cardiopathie avec laminopathie, cardiopathie arythmogène, c'est-à-dire maladie arythmogène du ventricule droit, maladie arythmogène du ventricule gauche, eh bien là, oui, c'est une contre-indication puisque le sport aggrave la maladie et risque de faire plus d'accidents. D'accord. Alors, il y a une question du professeur Chaib qui vous dit « Comment voyez-vous le cas du joueur hollandais porteur de défibrillateur et qui a repris la compétition dernièrement et a fait le mois dernier une perte de connaissance au cours d'un match ?» Eh bien, je le vois dans ce que nous pensons, nous, Européens. Nous sommes très réticents à la reprise du sport vraiment intense avec un défibrillateur. Alors, le choc, est-ce qu'il était approprié, est-ce qu'il n'était pas approprié? Vu qu'il a fait une perte de connaissance, bon, je pense qu'il a d'abord fait la perte et qu'il a eu son défibrillateur qui a fonctionné. Par contre, par expérience, il faut savoir que je pense qu'il va arrêter de jouer. Parce qu'il ne va pas avoir aimé d'avoir pris un choc électrique en match. D'accord. Alors, il y a une question du docteur Larossi. S'il vous plaît, est-ce que l'autopsie est obligatoire chez un sportif mort subitement? Non, l'autopsie, je peux répondre qu'en France, l'autopsie n'est pas obligatoire. On l'a fait pratiquement toujours avant 35 ans, mais après 35 ans, on l'a fait pratiquement jamais. Parce qu'après 35 ans, on pense que c'est les coronaires.
avant 35 ans, on l'a fait presque toujours. Mais ce n'est pas obligatoire légalement, mais je vais vous dire que le procureur la demande presque toujours. Voilà. Alors, je suis en train de lire s'il y a d'autres questions. Alors, vous donnez quoi comme traitement pour les QT-lents? Alors, les QT-longs, les deux traitements qu'il faut donner, c'est soit le nadolol, soit le propranolol. Ce sont ceux qui sont les plus efficaces. Aujourd'hui, tout QT-long doit être traité. Tout QT-long affirmé, symptomatique, asymptomatique. Les recommandations américaines et européennes sont claires, c'est traité. D'accord. Alors, le sport chez le porteur de prothèse valvulaire? Alors, j'en ai pas du tout parlé. On est très restrictif, hein, c'est-à-dire que généralement, on n'autorise que les sports classés jusqu'à 2. Hein, on va rarement dans les sports classés 3 dans la classification de Mitchell. À mon avis, je trouve qu'on est trop restrictif. Alors, ce que mon expérience ne veut rien dire, ce n'est pas de la science, puisque je n'ai pas fait d'études, mais moi, j'ai beaucoup de sportifs à qui j'ai fait mettre des bioprothèses. Et là, ils ont repris et leur bioprothèse a eu la durée de vie classique et ça s'est très bien passé. Par contre, les sportifs avec des prothèses mécaniques qui sont sous anticoagulants, bah, bien sûr, ils n'ont pas le droit de faire des sports avec des risques de choc ou de chute importante. D'accord. Alors, j'ai une question concernant les patients qui ont une cardiopathie hypertrophique, qui sont asymptomatiques et qui n'ont pas de gradient au repos. Est-ce que l'écho d'effort est obligatoire à la recherche d'un gradient à l'effort? Est-ce qu'il faut la faire obligatoirement? Alors, l'écho d'effort n'est pas obligatoire, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, je la fais nous, notre équipe, on l'a fait tout le temps. Parce que Berry Meron a montré qu'avec l'écho d'effort, vous diagnostiquiez 30% de plus de gradient, c'est-à-dire qu'il n'existe pas au repos. Quand quelqu'un veut faire du sport, je trouve logique d'aller vérifier qu'il n'a pas de gradient à l'effort. Donc, nous, on le fait toujours, mais ce n'est pas formellement indiqué. D'accord. Il y a le docteur Mfaddal Iraqi qui insiste à vous poser cette question. C'est plutôt une remarque. Donc, je voudrais vous demander de rappeler l'intérêt de la fréquence cardiaque à éduquer l'intérêt des précautions après l'effort, se couvrir et faire attention à l'alimentation. Oui, oui, alors il a entièrement raison. Donc, dans les recommandations, les règles d'or du Club des cardiologues du sport, on a toujours dit qu'on s'échauffe, on s'hydrate pendant l'effort, on récupère avant de s'arrêter, on ne s'arrête pas brutalement, on se couvre bien sûr parce qu'il ne faut pas favoriser, ou encore plus important de se couvrir, c'est de se changer, c'est-à-dire mettre du sec, des vêtements secs, puisque l'humidité, quand on a transpiré, ben, l'humidité, ça refroidit beaucoup le corps, donc il faut d'abord se mettre au sec et après mettre une couche de plus, donc ça c'est tout à fait vrai. Mais il a raison d'insister là-dessus parce que les sportifs n'y croient pas, croient qu'ils sont indestructibles. C'est une erreur. Et puis, quant à la fréquence cardiaque, eh bien, la fréquence cardiaque, effectivement, alors soit on a un cardiofréquence-mètre, soit on peut travailler sur le souffle. Moi, j'aime bien que le sportif travaille sur le souffle, il a les sensations. Et quand il est soufflé modérément, ben, il sait que c'est un effort modéré. Quand il ne peut plus parler, il sait que c'est un effort intense ou très intense. Et ça, tout le monde arrive à le trouver parce que le cardiofréquence-mètre, souvent les gens ont tendance à passer leur temps à le regarder et si jamais il sonne, ils ne savent plus trop quoi faire. Donc voilà. Mais je partage l'avis de mon collègue, l'éducation est essentielle. D'accord. Alors, le sport de compétition est foramen ovale perméable. Alors là, à ma connaissance, aucune contre-indication tant que le sujet est asymptomatique. Il y a le problème de la plongée sous-marine, que je ne vais pas aborder parce que là, c'est un petit peu long. Parce que de toute façon, si vous avez un foramen ovale perméable et que vous voulez faire de la plongée, ça va être compliqué. Et même si on vous le ferme, comme on sait que les fermetures ne sont jamais parfaites, ce n'est pas sûr qu'on autorise la plongée sous-marine à quelqu'un à qui l'enfermer. Mais les autres sports, pas de contre-indication. D'accord. Alors, il y a une autre question. Pour le syndrome de Brugada, sans antécédent de syncope, vous donnez quoi? Qu'est-ce que vous prescrivez? Alors, le plus souvent, le traitement, malheureusement, c'est quand même le plus souvent, c'est le traitement du Brugada, c'est le défibrillateur. On n'a pas de traitement médical vraiment. Alors après, s'il n'y a pas eu de syncope, le défibrillateur ne va pas s'imposer systématiquement, sauf si dans la famille, il y a eu 3 personnes qui ont eu des syncopes ou une mort subite et quelqu'un d'autre qui a eu une syncope, ça veut dire que c'est une forme très sévère. Mais le défibrillateur reste quand même le plus utilisé.
D'accord. Il y a le docteur Larossi qui demande l'arythmie respiratoire est-elle spécifique à l'enfant ou bien peut arriver chez le sujet âgé? Ah non, l'arythmie respiratoire, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, le plus souvent, c'est chez l'enfant, c'est plus net chez le sportif. Et une personne âgée qui fait beaucoup de sport peut très bien avoir une arythmie respiratoire. Ça veut dire qu'il a une bonne variabilité respiratoire. C'est un élément pronostic important, positif. D'accord. Alors, je suis en train de voir est-ce qu'il y a d'autres questions. Je pense que j'ai fait le tour des questions qui sont posées. Alors, est-ce que la revascularisation par pontage des coronaires rejoint le stent? Oui. C'est-à-dire que nous, on n'a pas différencié repolarisation, revascularisation par stent ou par pontage. Simplement, quand vous faites une revascularisation par pontage, il y a le problème de la chirurgie et de l'anémie. Donc, il va falloir peut-être laisser un tout petit peu plus de temps que la revascularisation avec le stent. Mais autrement, c'est les mêmes recommandations. D'accord. Alors, il y a un spectateur anonyme qui dit que pour les QT longs, on donne des bêta-bloquants même s'il y a une bradycardie sinusale. Alors, c'est une question importante. Au jour d'aujourd'hui, il faut d'abord retenir que la bradycardie sous-estime la durée du QT. Donc, si vous trouvez un QT long chez quelqu'un qui est lent, il est encore plus long le QT que s'il n'était pas long. S'il n'était pas lent. Donc, déjà, on est encore plus strict. Donc, il faudra donner des bêta-bloquants. Il faudra donner des bêta-bloquants en sachant qu'on va surveiller. Et ce n'est pas sûr que la bradycardie diminue, en particulier chez les sportifs, parce que la bradycardie chez les sportifs, c'est déjà lié au fait qu'il n'y a pas beaucoup de sympathiques. Donc, on ne va pas beaucoup la diminuer. Mais il faut tenter les bêta-bloquants, oui. Oui. D'accord. Alors, on va rajouter deux autres questions. Alors, pour les cardiopathies congénitales opérées, donc, les sports, ce n'est pas bien clair dans les recommandations. Alors, dans les recommandations, moi je ne suis pas cardiaque congénital, donc cardiopédiatre, donc je vais répondre de ce que je sais. Vous devez tenir compte d'une chose, c'est est-ce qu'il y a des arythmies ou pas? Et est-ce que la performance à l'effort est suffisante ou pas, après l'avoir opéré? Donc, plus la chirurgie a été importante au niveau du muscle cardiaque, plus il y a de risque d'arythmie. Donc, il faut faire un test d'effort maximal, voir qu'il n'y a pas d'arythmie et un holter avec l'entraînement. S'il n'y a pas d'arythmie, que la capacité physique est bonne, eh bien, normalement, ils font du sport. D'accord. Voilà, de façon très… Mais c'est ce qu'on fait, en fait. D'accord. On va rajouter deux petites questions. Alors, qu'en est-il de la pratique du sport et le POTS, syndrome de POTS? Alors, le syndrome de POTS, vous voulez parler de la tuberculose? C'est celui-là? Ou de la tachycardie orthostatique paroxystique? Oui, c'est ça. celui-là, d'accord. Oui, celui-là, oui. Alors, de toute façon, il faut essayer de leur faire du sport, mais ils ne vont pas aimer. Donc, dans la tachycardie paroxystique orthostatique, eh bien, il faut leur faire vraiment du sport. C'est bénéfique. Mais si c'était un sportif, on va avoir du mal parce qu'il va le faire beaucoup moins fort. Et donc, ça pose le problème. Mais ce n'est pas une contre-indication. Mais souvent, il ne va pas être capable de le faire. D'accord. Alors, dernière question. Chez les sportifs avec stent, quel est le risque le plus fréquent? Thrombose ou trouble de rythme, ou bien les deux? Oula, ce n'est pas la thrombose. Avec le sport, hein, je parle. Oui. Avec le sport n'aggrave pas de façon significative, semble-t-il, la thrombose des stents. Si on prend bien ses antiagrégants, alors il y a des sportifs qui arrêtent de prendre leurs antiagrégants. Alors là, ils gagnent. Nous, on a eu le cas une fois. Il a tout thrombosé, le gars, mais il a arrêté son traitement. Mais normalement, non. Et trouble du rythme, ça dépend de la cicatrice. S'il y a une cicatrice importante sur le myocarde, il y a un risque important de trouble du rythme. D'accord. Bon, dernière question. Anomalie de naissance des coronaires et sport. Alors là, c'est très simple. Soit il y a un risque, c'est-à-dire que l'anomalie de naissance a un risque en particulier, elle passe entre l'aorte et l'artère pulmonaire ou bien dans la paroi de l'aorte. Et à ce moment-là, il faut l'opérer. Si c'est possible de l'opérer, si le chirurgien dit que c'est impossible de l'opérer, eh bien, si, de toute façon, ces anomalies, ce n'est pas de compétition, pas de sport intense. Hein. Par contre, une fois opéré, si tout s'est bien passé, il pourra reprendre la compétition. D'accord. On vous remercie, professeur C'est moi qui vous remercie. François Carré. On a bouclé les 30 minutes de questions, de discussion et de questions. On vous remercie pour votre
votre disponibilité, votre gentillesse, et je passe la parole à Madame la Présidente Aïcha Ouad. Madame la Présidente. Micro. Donc, merci Nabil, merci au professeur François Carré. Nabil, j'étais tentée de te dire de fermer la fenêtre qui est derrière toi pendant toute la présentation. Et bon, je n'ai pas osé le faire. C'est vrai, ce n'est pas une fenêtre, mais c'est l'une de mes toiles. C'est une toile, c'est de l'acrylique sur toile. Voilà. Elle est magnifique. Elle est magnifique en tout cas. Merci, Bravo. merci beaucoup. Voilà, Nabil. bravo Merci. à Nabil le cardiologue et bravo à Nabil l'artiste. Merci beaucoup. Voilà, donc Merci. en tout cas, merci à toi d'avoir animé avec brio ce webinaire. Merci au professeur François Carré donc, de nous avoir éclairé sur ces nouvelles recommandations donc, toutes fraîches qui viennent d'être publiées. Et merci d'avoir répondu de façon un petit peu exhaustive à toutes les questions qui auraient pu que se sont posées donc, nos différents participants au cours de ce webinaire. Donc, merci au laboratoire Sun Pharma donc, pour nous avoir permis de nous réunir ce soir. Je vous donne donc rendez-vous et je vous invite demain au webinaire qui va être présenté par nos amis de l'AMCAR, un webinaire assez original parce qu'il va s'intéresser donc à la présentation de 10 cas cliniques chacun avec une spécificité particulière et qui vont toucher un petit peu à toutes les pathologies de la cardiologie ou différents sous-groupes de la cardiologie. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce webinaire demain. Pour la suite des guidelines, donc elles vont vous être présentées dans une quinzaine de jours. Donc, en ce qui concerne la Société marocaine de cardiologie, nous allons vous donner rendez-vous pour une présentation des guidelines sur les syndromes coronaires. Et les deux autres guidelines seront présentés par donc, nos amis de l'AMCAR, à savoir la fibrillation auriculaire et les cardiopathies congénitales de l'adulte, de manière à ce que vous puissiez, lors de ce mois de septembre, bénéficier un petit peu des recommandations qui viennent d'être publiées dernièrement. Donc, avant de vous dire au revoir, donc je vous demanderai de vous rappeler de la date du prochain congrès national de la Société marocaine de cardiologie qui, en raison donc, de la pandémie Covid, sera un congrès virtuel sous forme de e-conférence entre le 15 et le 17 octobre 2020. Très prochainement, on vous enverra, si vous voulez, le programme définitif. Et je vous rappelle que le professeur François Carré fait partie des invités donc, de notre congrès national et on pourra profiter une fois de plus de ses larges connaissances en termes de cardiologie du sport. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.